intercepte. Là, c'est goal! Voilà votre but! L'acquérissant! C'est l'acquérissant! C'est de là. Un lancer magnifique d'arrêt au lac. Oh, le but! Bienvenue à l'ultime classement. Ici Pierre Houde. Depuis les débuts du club de hockey canadien de Montréal, les souvenirs les plus mémorables sont relatifs aux joueurs et aux grands exploits. Mais si on regarde l'ensemble des accomplissements du club au cours de son siècle d'existence, force est de constater que rien de tout cela ne serait possible sans le travail acharné d'hommes visionnaires. Des gens qui ont cru à l'instauration et au maintien d'une tradition d'excellence au niveau du hockey professionnel à Montréal, les bâtisseurs. Pour cette émission, nous avons remis à notre panel d'experts une longue liste de propriétaires, présidents, directeurs généraux et entraîneurs. Ils ont ensuite compilé un palmarès des 10 plus influents. Ce n'était pas un travail facile. John Ambrose O'Brien, le baron minier qui a fondé l'équipe en 1909, ne figure pas dans le top 10. George Gillette, le premier propriétaire américain du club et un homme qui a fait du Canadien l'une des puissances économiques dominantes dans la Ligue nationale de nos jours, n'a récolté aucun vote. Voici maintenant la liste des grands bâtisseurs du Canadien. Le 10e homme au palmarès ne fut entraîneur du Canadien que pendant 4 saisons. Mais le regretté Pat Burns a suffisamment laissé sa marque pour s'inscrire à notre classement. Homme de cœur, il s'exprimait avec passion, avec un franc-parler sans retenue. L'honnêteté est vite devenue sa marque de commerce, que ce soit avec ses joueurs, ses patrons ou les médias. Il n'y aura jamais eu le moindre manque de communication pendant les années Pat Burns. Tout le monde savait à quoi s'en tenir. Peut-être était-ce parce que Burns avait d'abord fait carrière comme policier et détective à Hull. Il avait une attitude et une prestance qui ont, en quelque sorte, défini son style derrière le banc. À sa première saison, il mena le Canadien à la finale de la Coupe Stanley contre les Flames de Calgary, raflant du coup le trophée Jack Adams, remis au meilleur entraîneur de la Ligue nationale. Burns jouissait d'une popularité égale à ses joueurs, mais après 3 défaites consécutives face aux Bruins de Boston en série, Serge Savard décida de le remercier. Nos experts croient qu'il était un choix incontournable pour ce top 10. C'était en 1982. Le Canadien se cherchait alors un nouveau président. C'est à la brasserie Carling O'Keefe qu'on l'a trouvé. Son nom, Ronald Coré. Il occupera le poste pendant 17 ans, prenant les commandes du club alors qu'il entamait une nouvelle ère dans la Ligue nationale. Depuis toujours, Coré était un partisan indéfectible du club. Et sa priorité fut de s'assurer que les légendes du Forum se sentiraient chez eux, dans le célèbre amphithéâtre. Il créa donc le Salon des Anciens. C'est Ronald Coré qui a ramené Maurice Richard au bercail, à son siège dans la section rouge, au Forum. Sur le plan hockey, la première grande décision de Coré fut d'engager l'ancien défenseur vedette Serge Savard à titre de directeur général. Les deux hommes sont rapidement devenus l'un des duos de gestionnaires les plus réputés de la Ligue nationale. Ils gagneront 2 Coupes Stanley ensemble. C'était un président qui était très proche de ses joueurs. Il venait souvent nous parler dans la chambre, soit en meeting ou soit informel. C'est un gars qui avait le Canadien à cœur, pas juste l'entreprise côté affaires, mais c'était un gars qui aimait beaucoup le hockey. Au début des années 90, confronté à la désuétude du Forum et à l'impossibilité d'agrandir le vénérable édifice, et compte tenu des besoins grandissants du Canadien, le président prit une décision difficile: la mise sur pied d'un projet de construction d'un nouvel édifice. Le 11 mars 1996, le Canadien disputa son dernier match au Vieux Forum. Et 5 jours plus tard, il jouait un tout premier match dans son nouvel édifice.
les partisans trouvaient initialement qu'ils n'avaient ni l'intimité, ni l'atmosphère, ni l'histoire de leur ancien domicile. Mais progressivement, le Centre Bell a pris vie et il est devenu l'un des amphithéâtres les plus bruyants et les plus animés de la Ligue nationale de hockey. Il est aussi parmi les plus occupés et prospères en Amérique. C'était d'ailleurs la vision de Ronald Corey, un président révolutionnaire, mais un grand partisan avant tout. On croit souvent, à tort ou à raison, que des gens d'affaires deviennent propriétaires d'une équipe sportive pour s'amuser un peu ou encore assouvir leur soif de reconnaissance. Cette perception peut davantage s'installer quand le dit propriétaire est issu d'une riche famille. Mais pour celui qui se classe 8e sur notre liste, rien de tout cela n'est vrai. Quand Heartland Molson fit l'acquisition du Canadien en 1957, le club était déjà le plus grand de la Ligue nationale de hockey. Standard d'excellence qu'il réussit cependant à hausser davantage en remportant 6 Coupes Stanley en tant que propriétaire. Les partisans se souviendront du distingué gentleman et héros de la guerre qui était toujours assis derrière le banc des joueurs au Forum. Nos experts, eux, se souviennent de lui pour son héritage et son palmarès éloquent en tant que propriétaire et mécène. Essayons, si vous le voulez bien, d'imaginer ensemble le tollé que provoquerait le scénario suivant. Supposons que Jeff Molson décidait qu'il en avait assez du rendement de son équipe, qu'il congédiait son entraîneur et qu'il s'installait lui-même derrière le banc du Canadien, comme entraîneur-chef. Impossible, vous dites? Invraisemblable? Eh bien, de nos jours, vous avez raison, ce serait impensable. Mais c'est pourtant exactement ce qu'a fait le 7e homme à notre palmarès. C'était en 1934. Léo Dandurand demeure le seul propriétaire du Canadien à avoir mené l'équipe au championnat de la Coupe Stanley en tant qu'entraîneur. Dandurand, un Franco-Américain né en Illinois, s'est porté acquéreur du club en 1921 avec 2 partenaires. Le trio fut à l'origine du grand virage qui donna au Canadien de Montréal son identité canadienne-française. Dandurand prit vite sa place comme directeur général, mais on pouvait dire aussi de lui qu'il était le visionnaire en chef de l'équipe. Léo Dandurand est l'homme qui a bâti un plan d'affaires qui deviendrait désormais celui que les autres propriétaires suivraient à la lettre. Ce n'est qu'un début. Nous poursuivrons le décompte à l'ultime classement des bâtisseurs du Canadien après cette courte pause. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de devenir directeur général sans avoir fait ses classes à différents échelons. Mais le 6e homme à notre palmarès n'avait aucune expérience de dirigeant comme tel lorsqu'il est passé directement de la patinoire au bureau du directeur général du Canadien, se retrouvant ainsi à l'un des postes les plus exigeants et les plus en vue dans la Ligue nationale de hockey. Il faut préciser que Serge Savard avait passé toute sa vie dans le hockey et il avait le don de réussir partout où il passait. Le sénateur, de son surnom, était un gagnant, que ce soit en tant que défenseur vedette ou en affaires. Respecté par ses pairs, ce membre du Temple de la renommée a apporté une stabilité évidente à la concession. Pendant ces années à la barre du club, Savard a dû composer avec la montée d'une dynastie offensive, les Oilers d'Edmonton, en trouvant le moyen de demeurer compétitif à Montréal. Il l'a fait en bâtissant un club autour des vedettes Bob Gainey et Larry Robinson et en dénichant des perles rares au repêchage comme Shane Corson, Stéphane Richer et Patrick Roy, son coup de maître. Il a été un des architectes de 2 conquêtes de la Coupe Stanley et aussi, et ça c'est important pour le Québécois que je suis, c'est un gars qui avait à cœur la présence de joueurs francophones dans le vestiaire du Canadien. Intelligent, compétitif, faisant preuve d'une grande justice envers ses joueurs, Savard réussirait le coup à nouveau en 1993. Le Canadien n'a d'ailleurs jamais décroché le titre depuis qu'il fut congédié en 1994.
Serge Savard a passé plus de 30 ans dans l'entourage du Canadien et nos juges ont sans doute apprécié sa longévité et ses succès presque incomparables. Fin des années 30, le Canadien se trouvait dans les bas-fonds de la Ligue nationale. Au cours de l'une de ses rares séquences en dernière place du classement, l'équipe a connu 9 entraîneurs en 10 ans. Gorman s'est donc résigné à attirer l'entraîneur vedette du moment, Dick Irvin père. Ce serait un euphémisme de dire que ce fut la bonne décision. Irvin allait devenir l'architecte d'une véritable renaissance et il occupera ses fonctions pendant 15 ans, plus longtemps que n'importe quel entraîneur de l'histoire du club. Son leadership et son génie de tacticien ont littéralement sorti le Canadien de son gouffre profond. Les joueurs respectaient son expérience et son vécu en tant qu'entraîneur, ce qui a insufflé une bouffée d'enthousiasme dans le vestiaire. Il a fallu 2 ans à peine pour qu'il renverse la vapeur et en 1944, il a mené le Canadien vers son premier championnat en plus de 10 ans. Irvin gagnera la Coupe à nouveau en 1946 et en 1953. L'histoire veut que Dick Irvin a été celui, et je me rappellerai tout le temps de la vue du Rocket, lorsque Dick Irvin lui a dit « Tonight, I don't want to see Maurice Richard, I want to see the Rocket ». Et ces yeux-là, versus Maurice Richard, ça m'a toujours impressionné. Et je pense que Dick Irvin avait le don de faire sortir Maurice Richard fort à tous les matchs. Plusieurs experts pensent que Dick Irvin père est le modèle sur lequel les entraîneurs modernes ont calqué leur approche et leur méthode. Souvent oublié, il a eu sa place dans le top 5 aux yeux de notre panel. Quand on regarde cette image de Frank Selke père, vous serez d'accord, on croirait avoir affaire à un banquier ou un bibliothécaire. Discret, peu imposant, Selke adorait le hockey. Mais à l'adolescence, il a dû se rendre à l'évidence. Il n'avait pas beaucoup d'avenir en tant que joueur. Il a donc choisi la voie qui lui convenait, celle d'un dirigeant. En 1929, Conn Smythe, le propriétaire des Maple Leafs de Toronto et ennemi juré du Canadien, lui a conféré le rôle d'adjoint au directeur général. Pendant les 2 prochaines décennies, les deux feraient des Leafs un club champion. Mais ce que Selke voulait surtout, c'était d'avoir les coups des franches pour bâtir une équipe. Et en 1946, le Canadien lui donna sa chance. La décision fut difficile à accepter pour Smythe, mais Selke occupera finalement le poste de directeur général du Canadien pendant 18 ans. Intelligent et futé, il s'est mis à sillonner le Québec à la recherche de joueurs de talent. C'est lui qui a découvert, à Trois-Rivières, un jeune homme du nom de Jean Béliveau. Il a immédiatement reconnu un prodige et fut déterminé à faire son acquisition. Béliveau était plus ou moins intéressé, ayant déjà décidé de jouer pour les As de Québec. Selke a alors joué le tout pour le tout. En 1953, il a décidé tout simplement d'acheter le circuit dans lequel évoluaient les As, s'assurant du même coup que Béliveau ne jouerait que pour le Canadien. Tout a commencé avec Frank Selke. Et il y en a plusieurs qui ont dit Sam Pollock était excellent, Toe Blake était excellent, mais c'est Frank Selke qui les avait préparés. C'est Frank Selke qui a établi les fondations, la base solide sur laquelle le Canadien s'est construit. Et ça, on doit respecter ça. Il fut aussi celui qui a embauché les 3 hommes qui le devancent à notre palmarès. L'héritage qu'il a laissé est pour le moins impressionnant. Nous avons déjà parcouru un siècle de bâtisseurs, mais il reste beaucoup à venir. Après cette courte pause. Nous voici maintenant aux 3 finalistes. Ils ont plusieurs points en commun et 2 d'entre eux sont considérés parmi les meilleurs entraîneurs de l'histoire. William Bowman rêvait d'abord et avant tout d'être un joueur de hockey. Il adorait ce sport et visait une carrière professionnelle jusqu'à ce qu'une sérieuse blessure à la tête mette fin à ses ambitions. Celui qu'on surnommait Scotty,
s'est plutôt tourné vers une carrière d'entraîneur. Il a obtenu son premier poste à titre d'assistant avec les Canadiens de Hull-Ottawa. Et au cours des 40 années suivantes, il allait bâtir un palmarès que plusieurs considèrent comme le plus grand de l'histoire du hockey. L'un des grands entraîneurs de la Ligue nationale, l'un des gagnants, le coach du Canadien pour les 4 Coupes Stanley consécutives de 1970. Il inclut 13 présences à la finale de la Coupe Stanley, dont 9 conquêtes avec Montréal, Pittsburgh et Détroit. Tôt dans sa carrière, Scotty Bowman était confiant de pouvoir diriger un jour l'équipe de sa ville natale, que ce n'était qu'une question de temps et de patience. Le grand jour vint en 1971, après qu'il eut mené les Blues de Saint-Louis, une équipe d'expansion, à 3 finales de la Coupe Stanley en 5 ans. L'embauche de Bowman, suite au règne interrompu de Al McNeil, donna le coup d'envoi à une domination qui allait durer pendant une décennie. À son sommet pendant les années Bowman, le Canadien était tellement puissant que les sessions d'entraînement étaient souvent plus compétitives que les matchs. Cette équipe était tellement supérieure au reste de la Ligue que les joueurs se permettaient, littéralement, de jouer au chat et à la souris avec leurs adversaires. Les autres clubs restaient dans le coup jusqu'à ce que le Canadien décide d'ouvrir la machine. Le défilé de la Coupe Stanley était presque devenu un rituel et les partisans sont rapidement devenus assoiffés de succès. Bowman, en tant que chef d'orchestre, était le premier à reconnaître qu'il a eu beaucoup de chance en dirigeant plusieurs des grands joueurs de l'histoire. Mais il a aussi compris à l'époque qu'il lui fallait créer un point de ralliement particulier dans la chambre des joueurs afin de maximiser le rendement de cette équipe de rêve. Il a été un entraîneur sévère, détesté par ses joueurs, mais je pense vraiment que Scotty Bowman le faisait exprès parce qu'il voulait que ses joueurs jouent au maximum. Et quand les joueurs du Canadien étaient fâchés contre Scotty, ils connaissaient tout le temps du succès. Mais Scotty Bowman savait aussi reconnaître le moment de s'effacer. Après les victoires, par exemple, il se tenait loin du vestiaire et laissait ses hommes sceller leurs liens davantage. Le gardien Ken Dryden en a parlé ainsi dans son livre « The Game », traduit en français sous le titre « Le match », et je le cite. « Il sait que la chose la plus importante pour un club est de gagner. Nous savons qu'il fait ce qu'il doit pour nous faire gagner. Je l'aime bien. » Fin de la citation. Cela s'applique certainement aux partisans du Canadien et à nos juges. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, on entend souvent dire qu'un entraîneur est près de ses joueurs ou, au contraire, qu'il dirige son club avec une main de fer. Mais il arrive parfois, dans l'histoire d'un club, qu'un candidat parfaitement équilibré se manifeste. Un homme qui sert à la fois d'ami et de mentor exigeant. Quand Hector Toblake fut engagé comme entraîneur en 1955, le vestiaire accueillait un ancien coéquipier et capitaine. Il deviendra leur leader derrière le banc pendant 13 ans. Il existait un lien de confiance unique entre Blake et ses joueurs. Il l'aimait et le respectait, sachant qu'il prisait les succès du club avant tout. Il a créé une véritable famille de hockey, où chaque joueur connaissait son rôle et où la dissidence ne pouvait s'installer. Toblake a toujours été bien plus qu'un entraîneur. Il faisait office de père ou de grand frère à bon nombre de ses joueurs. On peut facilement comparer sa vie d'entraîneur avec celle des Vince Lombardi ou Casey Stengel. Combien de fois a-t-on vu de nos jours les joueurs d'une équipe porter leur entraîneur sur leurs épaules après avoir gagné un championnat? Eh bien, c'était chose commune avec Blake pendant toutes ces années derrière le banc du Canadien. Les joueurs adoraient Blake parce qu'il était d'abord l'un d'eux, un joueur de hockey jusqu'au plus profond de lui-même. Il fut aussi le meilleur entraîneur de l'histoire du hockey. Au retour, le plus grand bâtisseur de l'histoire du Canadien à l'ultime classement. On le surnommait le parrain, dans le sens le plus élogieux du terme. Les autres directeurs généraux de la Ligue nationale, après tout, ne pouvaient qu'être impressionnés par la bienveillance de celui qui se trouve au sommet de notre liste. Sam Pollock était souvent le premier à aider généreusement
un rival défavorisé, en lui refilant un joueur d'expérience en échange de quelques choix au repêchage. Les dirigeants de l'époque ne comprenaient pas très bien son stratagème. Certainement le plus grand directeur général dans l'histoire de la Ligue nationale. Il était le meilleur de tous et sa grande force, c'était de voir 2 ans, 3 ans en avant et il prenait des décisions en conséquence. Il a bâti des équipes championnes de cette façon-là. Le Montréalais d'origine était un vrai mordu de sport. Il était normal donc que Pollock soit l'homme de la situation quand les Canadiens juniors se cherchaient un nouveau directeur en 1947. Menés par l'étoile montante Dickie Moore, ils ont raflé la Coupe Memorial en 1950 avec Pollock derrière le banc. Et ce ne fut que le début. Les découvertes de Pollock comme Scotty Bowman, son jeune entraîneur, Jean-Claude Tremblay, Gilles Tremblay, Ralph Backstrom et Bobby Rousseau ont fait de lui l'héritier par excellence du légendaire Frank Selke et il devint son successeur comme directeur général du Canadien. Quand Selke prit sa retraite, Pollock a amorcé une séquence sans précédent. 9 Coupes Stanley à ses 14 années à la tête du département hockey du Canadien. Cela semble carrément inconcevable, mais le Canadien a joui de 29 choix de première ronde dans les années 70. Comment les autres formations ont-elles pu permettre une telle situation? Tout simplement parce que Sam Pollock était l'homme le plus intelligent, astucieux et rusé dans la pièce, peu importe où se trouvait cette pièce. On le respectait, mais on le craignait aussi. Ses détracteurs l'accusaient de profiter des plus faibles, mais son travail était simplement de bâtir la meilleure équipe possible, qui allait devenir éventuellement la meilleure équipe au monde. Il avait une vision bien à lui et ne lésinait pas sur les moyens pour la réaliser. Nous pouvons lui coller l'étiquette de véritable génie. Après sa retraite, Pollock siégea au conseil d'administration de la brasserie Labatt. C'est là, entre autres, qu'il joua un rôle dans la création d'une autre équipe du Tonnerre. Vous ne devinerez peut-être pas, mais on parle ici de RDS, et oui, le réseau des sports, alors propriété du groupe Labatt. Alors, M. Pollock, merci beaucoup. Vous êtes véritablement un grand bâtisseur et au cœur de cet épisode d'aujourd'hui, le plus grand de l'histoire du Canadien. Au nom de tous nos juges, merci d'avoir été des nôtres à l'Ultime Classement. Ici Pierre Houde.